Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans Ensemble c'est mieux. J'espère que vous allez bien. C'est bientôt l'heure du déjeuner et si on se mettait ensemble à la cuisine zéro déchet pour arrêter de nourrir nos poubelles, c'est très tendance en ce moment et vous allez voir que chacun, à notre échelle, on peut préserver la planète. D'ailleurs Evan, on te retrouve à la Richardée près de Saint-Malo ce matin. Tu vas régaler nos papilles à distance. Quel est ton programme si appétissant ce matin ? Salut Anne Fantet, bonjour à toutes et à tous. Je peux vous garantir qu'à la fin de cette émission, vous ne cuisinerez plus jamais de la même manière. Je suis en compagnie d'une experte du zéro déchet, Maude Vatinel. Alors Maude, on se connaît bien puisqu'on est tous les deux blogueurs et on a souvent travaillé ensemble. Tu es auteure culinaire, blogueuse, je le disais, chef et yogi. Et toi, le zéro déchet, c'est un peu ton dada, c'est ça hein? Oui, bonjour Evan. Salut. Alors, la première question que j'aimerais envie de te poser, c'est le zéro déchet, c'est une façon de cuisiner qui, en gros, remet un peu à plat toutes nos habitudes qu'on pouvait avoir en cuisine. Oui, et c'est surtout de revenir à des astuces de grand-mère, donc éviter de systématiquement jeter, alors qu'on peut tout simplement recycler des restes ou conserver des épluchures de légumes pour les intégrer dans des préparations de cuisine. En gros, tu vas être notre grand-mère aujourd'hui et nous donner plein d'astuces. Super le compliment. Alors, est-ce qu'il y a des aliments qui sont plus propices à la cuisine zéro déchet? Donc, je parlais du pain. Donc, effectivement, le pain, on évite systématiquement de le jeter. Donc, on peut le transformer en chapelure ou en brioche perdue. D'ailleurs, restez bien avec nous puisque tout à l'heure, Maude nous donnera une recette pour faire des cookies avec du pain. Après, tout ce qui est sur le végétal, donc les épluchures de légumes, donc on les recycle pour du pesto, on les met dans des préparations ou tout simplement dans des poêlées de légumes. Il y a plein de légumes qu'on peut aussi planter facilement dans nos jardins en Bretagne. Oui. La tomate, la courgette. De tout ce qui est herbes aromatiques également, donc de la menthe, tout ce qui est basilic. L'été, on en profite pour faire ça en famille avec ses enfants. Et justement, oui, c'est fun. Avec toutes ces herbes, on peut les utiliser et mettre dans des bacs à glaçons. Ah, c'est la première astuce de la matinée. On vous avait promis que vous alliez révolutionner votre façon de cuisiner, donc en effet. Donc vous prenez un bac à glaçons et dedans on met des feuilles de menthe, on peut même décorer avec des framboises et comme ça on a des glaçons directement prêts pour l'apéro avec des herbes fraîches dedans. Une eau infusée. Voilà, ou une eau infusée, oui, exactement. Bon, Anne Fantet, est-ce que toi et tes invités avaient une idée du montant moyen de la valeur de la nourriture que chaque Français jette chaque année? Le montant est assez colossal. Hein. Je dirais moins d'une centaine d'euros quand même, non ? Eh ben, c'est 108 € pour être précis. Ça représente la valeur d'un repas par semaine que chacun et chacune d'entre nous jetons. C'est quand même un chiffre qui fait froid dans le dos. Alors, le zéro déchet, ça passe aussi par la façon de stocker ces aliments. Il y a aussi des contenants adaptés. Oui, alors bon, bah là, tu vois, on a fini cette bouteille de jus de pomme à la maison. Donc ça, j'aime bien garder ces bouteilles pour faire justement des eaux aromatisées directement qu'on a dans le frigo. Ou au magasin du coin, celles-ci, on les ramène et on a un retour avec un jus de pomme. Ah, c'est super. Donc ça, c'est top. On peut mettre une soupe aussi. Exactement, on peut mettre une soupe avec un entonnoir. Bon, là, c'est les bocaux où on achète des préparations, on peut les réutiliser. Là, j'ai fait une compote pomme-fraise dedans. Alors, je vois que la compote pomme-fraise, t'as tapé dedans déjà. Un dernier contenant, allez. Tous ces petits contenants, je les réutilise pour mettre des petites graines quand j'achète en vrac. Je mets tout ça dedans. Et le sucre aussi, je l'achète en vrac et je fais des pots à sucre. Voilà, plein d'astuces. On va continuer à vous en donner d'autres dans quelques minutes. On enfile nos tabliers et on part en cuisine, Maude ? Allez, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Faites comme nous, tous à vos tabliers. Merci beaucoup, Evan. Alors bon, désolé pour nos invités ici présents. Je n'aurai pas de quoi vous restaurer sur le plateau, mais je vous promets quand même des questions alléchantes. Bonjour à tous. D'abord, pour commencer, c'est quoi exactement le zéro déchet? Régine Keva, vous êtes l'auteur du livre En route vers le zéro déchet au quotidien. Vous connaissez la réponse sur le bout des doigts, j'imagine. Oui, en effet, le zéro déchet, c'est pas une mode, c'est un état d'esprit. Quand j'ai écrit le livre, en fait, je me suis dit, d'abord, je me suis rendu compte que je faisais du zéro déchet sans le savoir, parce que je récupère, je recycle, je ne jette pas, j'utilise tout. Donc ça, c'est du zéro déchet. Et surtout, je me suis dit, mais enfin, avant cette mode, ça existait déjà. Alors j'ai cherché dans les antiques et en fait, j'ai trouvé 400 ans avant Jésus-Christ, Xénophon,
qui dit en gros qu'il faut être économe en toute chose. Et ben voilà, le zéro déchet, c'est être minimaliste, c'est un principe MMSE, minimaliste, modeste, simple et économe. Bon voilà, il faut juste être modeste et économe en toute chose. C'est ça le zéro déchet, c'est un état d'esprit. Vous le dites, le mouvement du zéro déchet existe finalement depuis des millénaires. Pourquoi aujourd'hui c'est devenu presque un concept, voire même une tendance? Oui, c'est devenu un concept marketing même. C'est devenu une tendance parce qu'aujourd'hui on a besoin de réduire évidemment les déchets. On se rend compte tous, et en plus avec la crise du Covid on se rend compte encore plus, on est allé trop loin. On est allé dans une société de consumériste. Et consumériste, c'est la même racine pratiquement que consumer. Donc on brûle la terre, on brûle la planète. Il est temps d'arrêter, c'est urgent. Donc c'est à nous, chacun, chacune, de faire modestement, chez soi, petit à petit, pas après pas, tout ce qu'on peut faire. Ça passe par la cuisine, la salle de bain, nos habitudes, c'est aussi du low-tech, c'est tout ce qu'on va acheter. Et puis c'est une façon d'être qui est aussi une façon d'être humaniste. Parce que là encore, l'humanité, l'humus et l'humilité, c'est la même racine, c'est la terre. Jean-Noël Guerre, vous êtes directeur régional de l'ADEME, Agence de la transition écologique. On est allé trop loin, vous êtes d'accord avec Régine Keva, dans notre mode de vie, notamment sur tout ce qui est alimentaire? Il y a beaucoup de choses qui ont pu évoluer depuis, on le disait, depuis l'époque de nos grands-parents. D'autres manières de consommer, d'autres formes de consommation. C'est une question extrêmement intéressante parce qu'il y a une pression sociale aujourd'hui sur le fait de consommer un petit peu moins, de faire plus attention, que nos grands-parents n'avaient pas. Le coût de l'alimentation est aujourd'hui beaucoup plus impactant sur le budget moyen d'un ménage. Et en même temps, on le disait précédemment, nos grands-parents ne jetaient très peu de choses finalement. Ils réutilisaient les fans de carottes, ils réutilisaient plein de matières qu'aujourd'hui on a perdu ces habitudes-là. On a évolué. Je ne sais pas si on est allé trop loin, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont changé et il est certain qu'il faut revenir à une situation plus saine et plus équilibrée. Justement, ça tombe bien, on va faire le plein de bonnes astuces tout au long de cette émission. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit point sur nos habitudes alimentaires, pas toujours très écolo pour la planète. Bah, tu ne jettes pas les épluchures, toi ? Bien sûr que non, je vais les réutiliser. Près du tiers de la nourriture produite dans le monde est gaspillée chaque année, alors que les produits frais peuvent se manger en entier. Nos aînés, qui jetaient très peu, l'avaient bien compris. En fait, rien ne se perd, tout se cuisine. Et c'est tout bénef, en passant de 70 à 95% du produit utilisé, on gaspille moins, on fait des économies et c'est bon pour la santé car on se sert moins de produits transformés. Avec les fans de betterave riches en minéraux et en oligo-éléments, on fait de délicieux potages, des tartes et des omelettes. Avec les carcasses de viande, on fait des bouillons. Les épluchures de carottes passées au four se transforment en chips. Et on pense aussi au pain perdu avec le pain rassis. La cuisine zéro gaspille, c'est même devenu tendance. Internet regorge de sites et de tutos spécialisés que les Français ont été très nombreux à tester pendant le confinement. Alors, fini le gaspille ? Vous l'aurez compris, l'objectif numéro 1 de la cuisine zéro déchet, c'est d'éviter au maximum le gaspillage alimentaire. Jean-Noël Guerre, on achète trop de produits transformés aujourd'hui, puisqu'on vient de le voir dans ce reportage, vous voyez faire une tête un peu désolée, mais on achète trop de produits transformés aujourd'hui ? On achète beaucoup trop de produits transformés. Le produit transformé coûte plus cher pour un repas. Il est moins bon pour la santé, puisqu'il y a un certain nombre de matières à l'intérieur qui ne sont pas forcément à l'avantage du consommateur. Il a l'avantage d'être plus rapide. Un repas qui est fait sur des produits transformés, on a vu des pizzas qui partent à la poubelle, c'est très rapide. Mais l'impact sur le long terme sur la santé est quand même beaucoup trop important. Il faut revenir aux produits un peu historiques. On a vu des fans de radis, mais les fruits, les légumes, qui sont étonnamment les produits les plus jetés, les plus gaspillés. Dans le gaspillage alimentaire, c'est la part la plus importante. C'est les fruits et légumes. Alors que ceux-ci peuvent être utilisés, qui soient encore en très bon état ou qui soient potentiellement un peu abîmés. Il y a parmi toutes les pistes pour réduire le gaspillage alimentaire,
utiliser des fruits et des légumes, même un peu abîmés, en utilisant des anciennes recettes ou des choses comme ça, c'est... Il y a d'ailleurs ce chiffre, hein, chaque Français produit par an 354 kilos d'ordures ménagères. Et il y a aussi peut-être dans le thème des produits transformés, une méconnaissance sur les dates limites de consommation. Alors il y a un problème avec les dates limites de consommation. Il y en a deux qui sont très importantes. C'est à le consommer jusqu'au et à consommer de préférence avant le. À consommer jusqu'au, passer la date, le produit n'est plus bon. Il est potentiellement impactant pour la santé. Le à consommer de préférence avant le, ça veut simplement dire qu'après la date qui est indiquée, les propriétés gustatives du produit peuvent évoluer, mais il ne sera pas encore mauvais ou impactant pour la santé. Et on a tendance à prendre ces deux dates et à consommer que c'est des dates et considérer que c'est des dates limites de consommation à chaque fois, et donc se retrouver à jeter des produits qui sont encore bons, mais dont les propriétés gustatives commencent à évoluer petit à petit. Alors pour changer la donne, quelle est la première étape capitale pour entamer sa transition vers la cuisine zéro déchet, Régine Keva ? La première, il y a plusieurs étapes en fait. D'abord, c'est vrai qu'il faut acheter en vrac, c'est beaucoup plus intéressant. D'abord parce qu'on va mesurer nos portions, on va moins jeter, on n'est pas obligé d'acheter 1 kilo à chaque fois, par exemple. Et puis, l'important, ça va être de cuisiner les restes. Enfin, moi, je milite pour les petits frigos. Parce que plus on a un petit frigo, moins on jette. Parce qu'on va être plus en mesure de vérifier ce qu'il y a dedans. C'est fou. Enfin, les grands frigos, c'est aussi une mode qui vient des films américains, etc. On se la joue avec des grands frigos, toujours remplis. Mais qu'est-ce qu'on jette dedans? Qu'est-ce qu'on consomme vraiment? Un frigo, ça doit se faire tourner régulièrement. Ça suppose aussi un peu d'imagination quand même. C'est ça. Alors en fait, la cuisine, c'est la création, de la créativité. On n'est plus habitué à créer, à inventer. En fait, parfois, c'est des choses extrêmement simples. On va prendre 2 tomates qui se perdent, on va les faire revenir à la poêle, on va mettre un œuf dedans, on va mettre un peu d'herbe, de la ciboulette, et hop, on a une omelette. Donc c'est extrêmement simple. En fait, il faut juste avoir l'imagination et se dire que ce qu'on va faire nous-mêmes, ça va être bon pour la santé, créatif, intéressant et nourrissant. Et tendre vers un idéal zéro déchet, ça permet de faire des économies vraiment? Ça permet de faire des économies. L'ADEME a expérimenté avec plusieurs associations, 3 associations de consommateurs et 263 foyers. C'était il y a quelques années. On a travaillé avec ces foyers pour essayer de voir comment réduire ce gaspillage alimentaire, comment réduire l'alimentation qui était vraiment consommée versus l'alimentation qui était jetée. On arrive quand même, avec ces 263 foyers, à 60% de réduction du gaspillage alimentaire, ce qui fait quand même, on disait tout à l'heure, 100 € par an, 60 € par personne d'économie. Donc pour des foyers de potentiellement 4 ou 5 personnes, on arrive tout de suite à plusieurs centaines d'euros qui peuvent être économisés par an. Alors il y a des municipalités, par exemple à Besançon, qui privilégient la tarification incitative sur les déchets. Plus la poubelle est remplie, plus c'est cher, contrainte par le portefeuille. C'est quelque chose qui va fonctionner selon vous? C'est quelque chose qu'il faut faire? Moi, je crois à l'éducation. Je ne crois pas à la répression. Pour moi, l'éducation, en toute chose, dans tous les domaines, c'est la base. Donc oui, il y a des gestes d'autrefois. Comme on dit, on parle des grands-mères, d'un esprit d'avant. Il y a des choses qu'il faut peut-être réapprendre, parce qu'il y a peut-être des générations qui ne savent pas qu'on peut faire tremper du pain dans du lait, battre un œuf dedans et puis faire un fond de gâteau avec. Donc voilà, moi je crois vraiment à l'éducation. Je me tourne vers vous, Gilles Potier, en tant que président de la Banque alimentaire de Rennes. Est-ce qu'il faut contraindre par le portefeuille pour réduire les déchets dans nos poubelles? Nous travaillons que des produits qui sont des dons effectués par la grande distribution ou par l'industrie agroalimentaire, les producteurs de l'agroalimentaire. Mais nous participons aussi à la lutte contre le gaspillage, puisque 60% de nos dons proviennent de ces circuits de distribution. Donc il y a une seconde vie finalement à ces produits-là. On va retrouver, je vous propose de retrouver depuis Lorient Thaïs Catlino. Vous avez ouvert en juillet 2019 votre café-restaurant Zéro Déchet. Qu'est-ce que vous avez mis en place contrairement à un restaurant traditionnel? Parce qu'on parlait des déchets. Bonjour. Bonjour. Il y a pas mal de choses qu'on a mis en place depuis le départ, depuis l'élaboration du projet, y compris dans l'aménagement de l'espace. Le bois que vous voyez derrière, c'est récupéré, le parquet aussi, la majorité de notre équipement. Et après, en cuisine plus spécifiquement, il y a pas mal de
d'aspects. Par exemple, vous avez parlé, tout ce dont vous avez parlé en fait dans l'émission depuis le départ. Anti-gaspillage, on travaille exclusivement des produits bruts. On s'approvisionne très souvent en direct avec les producteurs, ce qui nous permet aussi de réduire les emballages, puisqu'on réutilise les emballages. Je donne un exemple. Le lait, notre productrice de lait nous livre des seaux de 10 litres et nous, on les met en bouteille pour les utiliser. On lui rend les seaux et ainsi de suite. Et c'est comme ça pour la majorité de notre approvisionnement de frais, de légumes, etc. On a un producteur de légumes qui nous donne... qui nous vend, mais à prix réduit, pas mal de surstock ou de légumes qui sont abîmés, qu'il ne peut pas vendre forcément à des particuliers, puisque nous, on transforme tout, c'est moins gênant. Et voilà, et ça, c'est le travail de l'équipe en cuisine. Et vous parliez aussi d'imagination. Là, actuellement, il y a Maëlan qui est en train de créer le menu du jour. Et en fait, tous les jours, ça change, ce qui nous permet aussi de nous adapter vraiment à l'approvisionnement qu'on peut recevoir toutes les semaines. Un petit problème de lumière sur le plateau, mais c'est une affaire qui marche pour vous, Thaïs, depuis 1 an que vous avez ouvert votre restaurant? Oui, mis à part ce petit épisode de Covid qui nous a un petit peu coupé dans notre élan, oui, ça marche très bien. Les gens sont assez curieux pour la majorité de voir comment ça fonctionne et en fait, ça leur plaît de voir aussi. Enfin, c'est une cuisine ouverte, donc on voit vraiment comment ça marche. Donc, et justement, un succès. Est-ce que vous avez le sentiment de créer une relation différente avec vos clients? Oui, tout à fait. Je parlais de l'aménagement, des travaux, etc. Le fait d'avoir réutilisé beaucoup de matériaux, ça a nécessité pas mal de main-d'œuvre. Et donc, on a fait appel aux gens qui pouvaient nous suivre depuis le départ, aux voisins, etc. Et donc, on a commencé à créer une petite communauté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des clients du quartier qui viennent nous déposer des cajots de prunes parce qu'ils en ont eu trop dans leur jardin ou des gens qui viennent nous donner des bocaux. Parce qu'on, dans notre politique aussi de réduction des déchets, évidemment, on fait de la vente à emporter, mais dans des bocaux en verre qui sont consignés, ou alors pour les boissons dans des bocaux qu'on peut nous donner, les pots à confiture lambda. Ouais. Et donc ça fait des gens qui sont impliqués aussi dans le fonctionnement du café au quotidien, donc c'est vraiment super. Restez avec nous, Thaïs, on va se rediriger vers une autre cuisine. On va prendre des nouvelles d'Evan du côté de la Richardet. Evan qui est en cuisine avec Maude. Et oui, t'as vu, Anne Fontaine, j'ai un beau tablier que Maude m'a prêté. Je ressemble un petit peu à un dentiste avec l'ensemble masque tablier. Mais bon, c'est pas grave, hein. On est là pour s'amuser. Prenez bien vos blocs-notes parce que vous allez avoir plein d'astuces par Maude sur le zéro déchet. Première astuce, Maude, c'est d'acheter en vrac. Tu vas nous présenter tes petits bocaux qu'on voit juste là-bas. Alors selon les matières, je ramène dans des petits sachets comme ça où j'achète directement et vous placez ça. Sinon, selon les magasins et selon les produits, on peut mettre dans des bocaux directement. Et alors, souvent, acheter en vrac, ça coûte moins cher. Oui, alors surtout pour la farine, le sucre, le riz, les pâtes. Sur les produits de base, ça coûte moins cher. Mais des fois, c'est vraiment du tout au tout. Hein. C'est vraiment pas juste quelques petits centimes. Alors, il y a aussi un autre aliment qui coûte beaucoup moins cher quand on l'achète en vrac, c'est le café. Notamment par rapport aux dosettes. Acheter son café, toi, tu prônes vraiment de faire ça. Ah oui, puis moi, j'adore le goût du vrai café, qui n'est pas standardisé. Et j'aime surtout, après, avec le marc de café, le récupérer, l'utiliser dans mon jardin, comme en cosmétique. Donc, dans le jardin, tu peux en faire quoi, de l'engrais? Oui, tu mets pour nourrir ta terre. Et aussi sur la peau. Tu peux faire un autobronzant? Non, ça va te faire un gommage. D'accord, ok. Voilà, c'est vraiment génial. Et puis ça fait aussi travailler les torréfacteurs qui sont des artisans et qui ont besoin aussi qu'on les soutienne. Donc c'est vrai que le marc de café, c'est important d'en acheter. Donc ça, ne le jetez plus. Alors, ce qu'on ne jette pas non plus, c'est le pain rassis. Oui. Alors le pain, moi j'aime bien l'utiliser soit pour de la chapelure, du pain perdu, mais ce que j'adore, pour remplacer la farine dans une recette de cookies, on le mixe avec ce type d'appareil. Alors, regardez comme ils ont l'air bons, ces cookies. Voilà, donc là, c'est des cookies à la base de farine. J'ai pas remplacé la farine par de la chapelure de pain et avec de la mûre. Elle m'a vu. C'est vrai qu'ils sont très très bons. Alors, on va aussi tout à l'heure faire une recette que tu vas nous expliquer bien en détail. C'est celle du pesto aux fans de carottes. Oui. Présente-nous un petit peu les ingrédients déjà. Alors, la base, donc, on prend nos fans de carottes. Hop,
des amandes ou des pignons de pain. C'est vrai que les amandes, noisettes vont coûter beaucoup moins cher que les pignons de pain quand même. Le parmesan, du sel, des gousses d'ail, et moi j'aime bien un peu le twister avec du cumin ou de la menthe. Pareil, ça c'est de la menthe que j'ai fait sécher bon déjà. du jardin. Et ça, c'est le rendu final, hein, ce fameux pesto. Bon, même à travers le masque, ça sent bon. Bon, tu nous donneras la recette tout à l'heure. La dernière petite astuce rapide, Maude, c'est qu'on peut aussi remplacer le cellophane par la nappe. Alors, pas la nappe. Pareil, encore 0 déchet. Donc, si on a du tissu et qu'on ne veut pas s'en débarrasser, on le garde et on fait un bee wraps avec. Donc, ce qui veut dire qu'on garde son tissu, on l'imbibe de cire d'abeille, qu'on passe au four et ça suffit. Et si on ne veut pas s'embêter, on peut aussi l'acheter en Biocoop ou ou les commander. Supermarché ou sur Internet. Merci beaucoup, Maude. Je te laisse te préparer pour la recette. Et puis, entre vous et moi, Maude, elle est aussi auteure d'un livre. Anne Fonté, tu crois que je peux lui demander une dédicace? C'est une star! Bah oui, tu peux lui demander. En tout cas, j'espère que Maude est prévenue, hein, parce qu'elle a un estomac sur pattes à ses côtés. Alors, on le disait tout à l'heure, la cuisine 0 déchet, c'est une mode. On le voit rien que sur les réseaux sociaux, un réseau social comme Instagram, le hashtag ou le mot dièse en français 0 déchet ou en anglais 0 waste compte au moins 2 500 000 publications. Peut-on aller dire jusqu'à aujourd'hui que c'est un business, Régine Keva? Oui, bien sûr, tout est un business. C'est ça qui est fou, en fait. C'est que d'une envie de simplicité et de retour, non pas en arrière, mais de fondamentaux, on fait finalement des concepts marketing qui resservent la soupe, si je peux me permettre, au capitalisme qu'on souhaite fuir. Donc il faut bien faire attention à ne pas tomber dans du marketing, dans un concept marketing. Encore une fois, il faut savoir écouter des sagesses anciennes, il faut savoir rester modeste en toute chose, faire sa part, pas plus, et puis éviter de retomber dans ce système marketing et faire de l'authentique surtout. Paradoxalement, à la fois, les réseaux sociaux permettent de sensibiliser à la cause quand même, Jean-Noël Guerre. Tout à fait. Moi, je considère que les réseaux sociaux touchent un public qui n'est peut-être pas forcément touché par d'autres moyens de communication ou d'autres vecteurs peut-être plus traditionnels. Et au final, l'objectif, c'est bien que tout un chacun chez lui puisse trouver par les vecteurs de communication qui lui conviennent les informations pour pouvoir réduire son Quelles peuvent être les limites des réseaux sociaux, Gilles Potier? Pour nous, nous ne sommes pas dans ce registre-là. Pour nous, la distribution de l'aide alimentaire, c'est une activité très structurée. On va y revenir tout à l'heure, oui. Et pas déployée au niveau de l'activité familiale. Moi, j'ai une petite question pour Thaïs Catlino, qui est avec nous depuis Lorient. Finalement, est-ce qu'on peut être 100% 0 déchet, Thaïs? Alors, peut-être, mais nous n'avons pas réussi, en tout cas. Non, on n'est pas 100% 0 déchet, mais depuis le départ, on a le projet de faire un bilan carbone. Donc, un des indicateurs, c'est de mesurer nos poubelles, enfin de peser nos poubelles. Donc, tous les soirs, depuis plus d'1 an, on pèse nos poubelles. La poubelle des emballages, la poubelle de gaspillage alimentaire, à dissocier de la poubelle des déchets verts de cuisine, qui ne sont pas comptabilisés de la même façon dans un bilan carbone. Et donc, on arrive à les diminuer. On voit bien la baisse de notamment les emballages. On a réussi à mettre en place de plus en plus d'actions, de trouver de nouveaux fournisseurs, etc. Et des nouveaux moyens de réutiliser les contenants. Et donc, ça permet de baisser. Par rapport à il y a 1 an, on a réduit d'un bon tiers le poids de nos emballages moyens par semaine. Et après, nos déchets verts, on utilise une sorte de compost qui s'appelle le bokashi. Donc, c'est un compost par lactofermentation. C'est un procédé qui vient du Japon. Et on a un partenaire, Jean Hostos, de l'association Éthique et Troc, qui, toutes les semaines, nous livre des seaux et des lactobacilles, donc les fameuses bactéries qui permettent de stabiliser la matière, d'empêcher la putréfaction, et qui permettent aussi de réutiliser cette matière au bout de 3 semaines à peu près, donc beaucoup plus rapidement que dans un compost classique, que lui utilise dans les jardins partagés du Pays de Lorient. Et ce qui lui permet de faire pousser son potager. Et c'est un procédé qui utilise à peu près 6 fois moins de gaz à effet de serre qu'un compostage classique. Merci beaucoup, Thaïs. On ne peut pas être 100% 0 déchet, mais on peut faire pas mal de choses avec tout ce que vous nous dites. Merci d'avoir été avec nous et bon service à vous ce midi.
Merci beaucoup, merci à vous. Alors, vous le savez, chaque jour, on vous donne des idées pour vous engager sur votre territoire. Puisqu'on parle alimentation ce matin, voici quelques recommandations pour ceux qui souhaitent s'investir, par exemple, auprès d'une banque alimentaire. C'est décidé, je vais organiser une collecte alimentaire. T'es sûr que tu peux faire ça comme ça? Et non, une collecte alimentaire doit être organisée par une association caritative habilitée par l'État. La sécurité alimentaire des denrées, de la récolte jusqu'à leur distribution aux bénéficiaires, doit être garantie. Le plus simple est donc de s'intégrer à une équipe de bénévoles d'une association bien rodée. Et une fois formé, vous pourrez vous lancer avec votre propre association. Nicole est bénévole à l'association La Mie de Pain et participe à une collecte alimentaire 2 fois par an pendant 2 jours. L'ambiance exceptionnelle. On y fait de très belles rencontres. Le résultat, un bien fou. On est utile, on aide, on se sent bien, on agit. Grâce à tous ces acteurs, les démunis, eux, auront un peu moins faim. Faites partie de cette très belle chaîne de solidarité. Engagez-vous. Voilà, pour participer ou organiser une collecte alimentaire, vous avez toutes les cartes en main. Qui c'est qui a dit qu'il n'y aurait plus rien dans le caddie? Philippe Bautier, je rappelle que vous êtes le président de la Banque alimentaire de Rennes. On vient de le voir, distribuer des vivres, c'est bien, mais il faut impérativement respecter un cadre précis. Oui, la distribution de produits alimentaires est très structurée et les banques alimentaires, comme tout acteur de l'activité alimentaire, est soumis à des règles strictes sanitaires. Donc nous ne pouvons distribuer que des produits qui ont une certaine valeur au niveau des bénéficiaires. Une valeur alimentaire, une valeur sécuritaire. Les dons qui nous sont effectués par les industriels ou par la grande distribution, nous ne pouvons les distribuer, nous non plus, à 100%. Il y a à peu près 10% de ces produits, de ces volumes, que nous ne pouvons pas recycler dans la précarité alimentaire. Donc nous sommes aussi, nous, des acteurs de la revalorisation de ces produits avec des méthodes précises selon le type de produit. Le pain, par exemple, est recyclé dans l'industrie de l'alimentation animale. Les viandes sont redistribuées aussi à l'alimentation animale avec des meutes de chiens, pour nourrir des meutes de chiens. Les produits laitiers sont recyclés auprès des élevages de porcs, si bien que, au final, tous les dons qui nous sont faits sont également recyclés ou valorisés. Est-ce que vous constatez une hausse de votre activité depuis la crise sanitaire que nous traversons ? Effectivement, depuis le mois de mars, notre activité à Rennes a augmenté de l'ordre de 30% subitement, donc ce qui pose de nombreux problèmes, aussi, oui. de nouveaux défis, l'approvisionnement, aussi les bras pour assurer cette distribution. Et sur le long terme, nous pensons aussi beaucoup à la collecte dont vous venez de parler. Elle doit nous apporter à peu près 15 à 20% des produits que nous distribuons chaque année. Et c'est l'effort que nous demandons aux particuliers, parce que nous apporter des produits en cours d'année, c'est très difficile pour nous les utiliser. Nous sommes une distribution structurée, puisque à Rennes, par exemple, nous distribuons 15 000 repas par jour. Et ce que l'on sait moins, c'est qu'au-delà de la pure distribution des denrées, vos bénévoles sont formés pour accompagner au maximum les bénéficiaires. Expliquez-nous. L'aide alimentaire, c'est un alibi pour se tourner vers les autres et sortir de la précarité. Donc, notre rôle, c'est l'accompagnement de nos bénéficiaires par l'aide alimentaire qui est le premier vecteur, mais également par l'écoute et par l'apport de solutions à leurs propres problèmes, de façon à les sortir peu ou prou de ces difficultés quotidiennes. Alors vous le disiez tout à l'heure, comme chaque année, vous lancez votre collecte annuelle de dons alimentaires. Comment faire si je veux devenir volontaire demain ? Eh bien, le plus simple, c'est de prendre contact avec nous, soit par des moyens téléphoniques qui sont à la portée de tous, soit par les moyens numériques comme Internet. Et sur nos sites Internet, nous avons des rubriques « Aidez-nous ».
Et sur ces rubriques, vous pouvez nous accompagner dans cette mission de service public, en quelque sorte. Vous pouvez nous rappeler les dates de la prochaine collecte annuelle? Donc la collecte annuelle a toujours lieu fin novembre. Cette année, c'est le 27, 28 et 29 novembre. Donc c'est des journées très importantes pour nous et qu'il ne faut pas manquer. Il nous faut des bras pour être dans les linéaires, pour informer les consommateurs. Et il nous faut aussi des donateurs, des consommateurs généreux pour nous accompagner tout au long de l'année dans notre mission de lutte contre la précarité alimentaire. Merci beaucoup. On passe maintenant à notre rubrique emploi, rien à voir avec la cuisine. Il est souvent cité dans la liste des plus beaux métiers du monde. Sage-femme, c'est notre métier du jour, regardez. Voilà, super, génial. C'est génial ce que vous faites. Ne lâchez pas, c'est super. Morgane Chaubet, j'ai 34 ans et ça fait 11 ans que je suis sage-femme. On fait quand même ces métiers-là par amour et par vocation. Voilà, soufflez. Soufflez tout par la bouche. Voilà, lâchez tout. Et on va y aller. C'est vrai que moi j'ai une petite préférence quand même pour la salle de naissance, pour vivre les accouchements et le déroulement du travail. Super, allez-y encore. Là, ça progresse bien. Encore un peu. Allez-y, courage, courage, courage. Émotivement, on absorbe quand même malgré nous les émotions de nos patients parce qu'on les accompagne, on essaie de les accompagner au mieux et au plus proche. D'intervenir à un moment si particulier et quand même il y a une magie dans la naissance et on se sent très très privilégié d'être acteur avec eux à ce moment-là. Regardez qui est là. Regardez qui est là. Voilà, félicitations. Bravo à tous les deux. C'est vrai que nous, les sages-femmes, on a la particularité d'être peu nombreuses quand même. Il y a peu de sages-femmes par rapport au flot d'infirmières ou de médecins. Et donc, on a une profession qui est peu connue, mal connue, et souvent, du coup, qui n'est pas reconnue. L'aider et soutenir sa tête, mais vous voyez, ils savent le faire quand même. Et le clou du spectacle. Allez. Tu montres à papa et maman comment on fait? Oh là là, quelle belle démonstration! On exerce effectivement un des plus beaux métiers du monde, mais que c'est un métier qui est difficile à faire, qui demande aussi des sacrifices sur un plan personnel, mais que c'est un métier qui est très riche intellectuellement et humainement, c'est très très riche. C'est quand même un moment très particulier dans la vie d'une femme, dans l'histoire d'un couple, et donc d'intervenir juste à ce moment-là, c'est quand même très très chouette. Et l'on retrouve depuis Brest Anne Moelle, directrice de l'école de sage-femme de Brest. Bonjour. Bonjour à tous. Que l'on a tous de la sage-femme, c'est celle qui aide les femmes à accoucher. Finalement, ces missions sont bien plus larges quand même. Oui, tout à fait. Effectivement, votre reportage a centré le métier de sage-femme sur le cœur de son travail, mais que vous soyez enceinte ou non, en fait, toute jeune femme ou toute femme peut aller voir une sage-femme. Le critère, c'est si la patiente est en bonne santé. Elle peut donc être suivie dans son suivi gynécologique, de prévention, dans sa contraception également, pendant toute la durée de la grossesse et après l'accouchement. En fait, ce sont toutes les étapes de la vie d'une femme et pas seulement sa grossesse et son accouchement qui concernent la sage-femme, mais d'abord, il faut que la patiente soit en bonne santé. Alors, c'est un métier très féminin. Quelle est la part des hommes dans la profession? Aujourd'hui, ils sont moins de 3% en France. Et quelles sont les qualités requises pour devenir sage-femme, selon vous? Alors, je pense que la première des qualités, c'est d'avoir le sens des responsabilités. Bien sûr, le sens du contact, de la communication. Il faut savoir être explicite dans sa communication. Mais à l'inverse, il faut aussi comprendre les non-dits. Donc, tout ça, ça demande en fait du sens de la communication. Il faut être dynamique. Il faut aussi aimer l'action, aimer travailler en équipe.
et aimer travailler en équipe hospitalière ou en clinique, mais également dans les réseaux avec les médecins, avec les gynécologues obstétriciens, avec les professionnels sociaux, avec les associations, etc. Et quel est le métier, quelles sont les études à suivre, pardon? Alors, pour devenir sage-femme, il faut 5 ans d'études. Donc, c'est ce que l'on appelle un grade master. Donc, en fait, il y a environ 1000 sages-femmes en France qui se répartissent en formation dans 35 écoles. Et donc, en Bretagne, nous avons 2 universités. L'université de Brest, qui est rattachée à un centre hospitalier universitaire de référence, donc le CHU de Brest pour Brest. Et il y a également l'école de Rennes, pardon. Et donc, pour être sélectionné, il existe une sélection pour faire des études de sage-femme. Vous avez 2 voies principales d'entrée, et non plus ce qu'on appelait avant la voie royale, qui était l'année de médecine. Eh bien, aujourd'hui, avec la réforme, vous avez 2 voies. La moitié des places est prise par cette voie que l'on appelle la majeure santé, et la voie dite de la mineure santé, qui est l'inscription pour les étudiants via Parcoursup des licences. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Wall, d'avoir été avec nous depuis Brest. Voici un conseil qui va tous vous intéresser sur le plateau et même chez vous, chers téléspectateurs. On parlait tout à l'heure de la force de frappe des réseaux sociaux dans la cuisine zéro déchet. Parfois, ils peuvent aussi nous desservir, surtout quand on est à la recherche d'un boulot. Comment se débarrasser d'une mauvaise e-réputation? Arthur Pertigose nous livre la bonne marche à suivre. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Comment se débarrasser d'une mauvaise e-réputation? L'e-réputation, c'est l'image qu'a de vous un recruteur quand il tape votre nom sur un moteur de recherche. Essayez. Si des images ou des commentaires fâcheux apparaissent, aïe, vous auriez dû prendre un pseudo pour vos comptes perso. Et oui, Facebook, Instagram, TikTok ne sont pas privés. Vérifiez toujours que vos photos ne sont accessibles qu'à vos amis. Heureusement, vous pouvez encore réagir. Devenez hyperactif sur des réseaux comme LinkedIn ou les forums de votre secteur d'activité. Actualisez votre CV, partagez des informations, ces nouvelles pages arriveront en premier sous le nez du recruteur. Et cette belle implication va même booster votre e-réputation. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance. Et allez, on repart en cuisine retrouver Maude et Evan. Et oui, tout le monde a sa chance, pardon. Et moi, je suis le commis de Maude aujourd'hui. On est en cuisine puisque c'est bientôt l'heure de manger. Mais Maude, tout à l'heure, tu nous as promis des astuces de grand-mère. Et on va du coup en donner une à nos téléspectateurs et téléspectatrices avec ça. Alors, ouais, j'aime bien utiliser les moules en silicone donc, pour en faire des contenants individuels pour la congeler en fait. Et on congèle quoi? De la soupe par exemple? Par exemple un restant de soupe, donc ça, à place d'avoir un bocal entier d'1 litre, là vous avez des petites portions ou un restant de purée. Hop, comme ça, c'est super malin, on décongèle des palets. Des petits plats individuels du coup le soir si on n'a pas envie de s'embêter à faire la cuisine. Alors nous on a décidé de faire à manger pour ce midi. On parlait tout à l'heure de ce pesto aux fans de carottes. Ouais. Que tu as déjà réalisé pour qu'on puisse voir le résultat. Et on va vous apprendre à le faire à la maison. Donc Maude, nous t'écoutons. Et dis-moi ce que je peux faire, parce que moi je suis au taquet. Donc tu vas mettre l'ail dans le... Alors bon, déjà, il faut au moins s'équiper d'un petit... hachoir. D'un petit robot. Hop, l'ail, en évitant d'en mettre partout. Ok. C'est pas gagné. On va mettre nos fans de carottes. Si tu peux mettre un peu de parmesan. Donc là, on peut mettre des fans de carottes, et on peut mettre aussi de la menthe, du basilic. Justement, toutes nos herbes qu'on a dans le jardin, on peut les passer aussi dans cette étape. Là, 2 cuillères à soupe de parmesan, un peu plus. Vas-y, on va en mettre 3. Ok. Voilà. Alors, petit pesto bien gourmand comme il faut. Du sel. Du sel. J'adore. Vous pouvez faire pareil à la maison. Hein. Je vais mettre des amandes. Des amandes ou des pignons de pain, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je vais mettre un tout petit peu de pignons de pain pour ramener vraiment du gras, en fait, ce qui va... Et en parlant... En parlant de gras. Voilà. Tu vas verser de l'huile d'olive. Alors là, par contre, on y va à fond ou on y va mollo ? Puis on va le rectifier, en fait, au fur et à mesure. Encore ? Vas-y. Mets-en un petit peu partout. Oui, alors c'est pas forcément un pesto très light. Hein. Le pesto, c'est... Encore là ? Vas-y.
Bon, ben vous irez faire un petit footing après. Hein. On va voir Une la quinzaine de kilomètres. consistance. Allez. Donc, Et alors, ce qui est vachement bien avec ce pesto, c'est que on a aussi pu faire des carottes râpées. Enfin, en l'occurrence, c'est le fils de Maud qui les a préparées hier parce que cuisiner zéro déchet, c'est fun à faire aussi avec les enfants. oui, exactement. Et alors, moi, ce que j'aime bien justement avec cette salade de carottes, c'est quand ton pesto, il est fini. Oui. Hop. Donc, je vais vous faire voir. On est pressé en cuisine, alors il faut qu'on puisse servir dans pas très longtemps en mode. Hein. Donc, hop, on prend nos petites carottes. On peut remettre un petit peu de pignons de pain et d'amandes. Tac. Et le pesto pour finir. Le pesto, alors, ce que je vais faire avec le pesto pour pas que ça soit trop au goût du pesto, on en met un tout petit peu, par exemple, dans un contenant. Il faut qu'on finisse Maud, donc en gros, on va le mélanger après avec les carottes. Voilà, c'est ça, avec un tout petit peu d'huile. Bon, si vous voulez retrouver les aventures de Maud, sachez que vous pouvez vous abonner à son compte Instagram, Baroudeuse Culinaire, ou alors acheter l'un de ses livres hein, dans toutes les bonnes librairies sur la cuisine au sarrasin, la cuisine végétale, pardon. Et puis nous, on va vous laisser, on va passer à table parce que ça a l'air plutôt bon. C'est prêt là? C'est prêt. Et ben voilà, allez, à table, Samuel Français, on va penser à toi en mangeant des belles carottes. Oui, recette express, et je compte sur toi hein, pour me ramener un doggy bag, tu sais comment je suis gourmande. Hein. Et du coup, on en parlait, donc la cuisine zéro déchet, ça passe par des petits plats sans perte, mais ça peut être aussi transformé pour des usages qui n'ont rien à voir avec l'alimentation, Régine. Exactement, par exemple, le citron, quand on mange du citron, c'est bon pour la santé. En général, on jette les épluchures, les quartiers ou les demi-citrons. On peut en faire deux produits différents. Un produit de nettoyage, tout simplement en mettant du vinaigre blanc, un vinaigre de base, 30 centimes le litre, pas plus, sinon c'est trop cher. Et le produit qui va en résulter, ça va être un produit nettoyant, détartrant, etc. Et deuxième possibilité, on va prendre un vinaigre de cidre qu'on peut faire soi-même, maison, et on va y ajouter ces quartiers de citron. Alors bien sûr, plutôt du citron bio, à cause des résidus de pesticides possibles dans la peau des agrumes. Et on va évidemment avoir un vinaigre de citron maison. Vous connaissiez ces astuces, Jean de Welguer? Je ne connaissais pas ces recettes, mais elles ont l'air... en tout cas, l'une a l'air appétissante. Oui, ça ressemble beaucoup à du rhum arrangé. Oui, c'est assez étonnant. il y a ça aussi. Gilles Potier, vous avez l'air ébahi. Oui, pour nous, cette valorisation des déchets n'est pas dans notre registre. Hein. Pour nous, la valorisation des déchets, par exemple les fruits qui ne sont pas distribués, c'est notre atelier confiture et notre... objectif, c'est de faire zéro déchet aussi. Merci à tous, Gilles Le Potier, Régine Kieva, Jean-Noël Guerre d'avoir été avec nous. Ensemble, c'est mieux, c'est déjà terminé. bonne journée à vous qui êtes sans doute en train de préparer votre repas du midi. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée ensoleillée à toutes et à tous.